Bonsoir, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver pour Croco Hebdo avant-dernière. Et Christophe 81e. 81e sur 2 saisons. Hein. Oui, bien sûr. On est d'accord avec, donc vous avez compris, Christophe chez Olivier Martinez à mes côtés. On s'est mis à plusieurs parce qu'on a également Patrick Champ. C'est pas seulement pour gérer Patrick Champ, c'est surtout pour gérer nos 2 invités d'aujourd'hui. Ça nous fait bien plaisir de les avoir pour cette avant-dernière émission. Jean-Louis Gazot, président ci-devant du Nîmes Olympique. Bonsoir à vous tous. Et Philippe Goursat, bien sûr, manager général. Et ça nous fait bien plaisir. C'est pas souvent Philippe Goursat. Hein. Combien de fois sur le plateau? Non, j'attendais que Bastia soit relégué. Allez, ça y est, commence. Normalement, c'était prévu plus tard dans l'émission. Pourquoi il nous parle de Bastia? Je sais pas. C'est l'émission du Nîmes Olympique. On va parler du Nîmes Olympique. D'Arles-Avignon, peut-être, pourquoi pas, je sais pas. Allez, ça y est, là hein, il reste quoi? Allez, il reste un match à jouer, mais surtout, on a joué la 37e. C'était vendredi soir à Istres, et cher Christophe, ça c'est... Mal passé pour les Nîmois, malheureusement. Moyennement passé, mais on va évoquer rapidement cet épisode-là qui ne restera pas dans l'histoire. J'ai cru lire un titre dans ce genre-là, d'ailleurs, dans la presse locale. Et on va surtout profiter de votre présence pour faire un peu le bilan de cette saison et puis pour évoquer l'avenir. Puisque le Nîmes Olympique a un avenir, un bel avenir, on l'espère, devant lui, avec des ambitions retrouvées, forgées tout au long de cette saison. C'est pas trop mal passé cette saison, président. Oui, sportivement, correctement, une fin de saison un peu difficile, mais il s'est passé beaucoup de choses à côté du sportif et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Voilà, vous l'avez compris, pas de langue de bois, c'est pas la peine de dire qu'on va prendre un match après l'autre, puisqu'il n'y en a plus qu'un, donc voilà, et donc le pré-bilan c'est pour après. Allez, on vous montre quand même quelques images de nos amis de la Ligue de football professionnel. Voilà le stade Parsemin, ça s'appelle comme ça, le stade d'Istres, un des stades les plus vantés de ce championnat de France, bien comble les tribunes, comme vous pouvez le constater, comme à chaque fois à Istres. Et cette occasion, c'était pas la première, mais une parmi toutes les occasions des Nîmois qui ont joué le coup à fond, en tout cas en première mi-temps, avec Jonathan Haïté qui a buté sur le poteau, on l'a vu. Ce penalty, mérité, messieurs? Non. Non. Et ça sera au-dessus, comme quoi il y a une morale. C'est Saïfi, je crois, qui tire. Là, il y a ensuite ce déboulé. Et de nouveau un poteau, une affaire de poteau en première mi-temps. Ça part après dans les nuages. On a Patrick Champ qui était également. Ouais, c'est pour ça que sur la première période, je pense qu'on pouvait mener déjà 2-0 au bout de 10 minutes de jeu. Qui transforme ce coup franc de but. Johan Cavalli. Ouais. Sous le 10e de la saison. Et alors ça aussi, ce pénalty, vous étiez sur place. Toujours pas pénalty. Toujours pas pénalty, c'est une main, ce serait une main de Sidibé qui aurait été sifflée. Dans tous les cas. Signalé par l'arbitre de touche opposé. Oui, par l'arbitre de touche opposé. Il faut le celui faire. qui est de notre côté sur les images. Là. Donc qui est un peu loin, qui est au niveau du milieu de terrain. Ah, il est à 70 mètres. Voilà, mais il a une belle vue. Et alors là, il y aura ce sauvetage en deuxième mi-temps, puisque les Nîmois n'ont pas abdiqué du tout. Et par contre, il y aura ce plat du pied superbe de Nouri, je crois bien, le buteur istréen, qui lui aura fait une belle saison. Alors, ce résultat ne change pas grand-chose pour les Nîmois, encore que ça ne nous aide pas au niveau du classement. En tout cas, c'est important pour Istres, puisque c'était pour eux le maintien. Avec cette victoire, on verra au classement, et il y a maintien des Istréens. Les Istréens, c'est un petit peu comme Nîmes l'année dernière, tout n'est pas forcément comparable. Ils ont passé pratiquement la saison entière, sauf peut-être une ou deux journées en début de saison relégables. Et finalement, à une journée de la fin, ils s'en tirent et ils s'en sortent. Ils gagnent les matchs importants, quoi. Ils ont gagné les matchs vraiment décisifs. Quoi. Oui, il y a eu le changement d'entraîneur. Il y a venu José Pasqualetti qui a été un apport, qui a changé, je pense, l'état d'esprit de cette équipe. Et c'est vrai qu'ils s'en sortent. Et bon, sur la fin de saison, c'est mérité. Allez, on regarde les résultats de cette 37e journée avec dès qu'il a retrouvé le fichier, écran noir, voilà, donc avec des choses intéressantes. Merci Guillaume. Il faut toujours qu'on ait un truc comme ça, pas tout à fait bien préparé. Il y avait 3 éléments à préparer. Il y avait le résumé et les 2 tableaux. Allez, c'est parti. Ce résultat, Caen qui perd à la maison, c'est sa première défaite à la maison face à Metz. Autant les Nîmois irréprochables jusqu'au bout dans leur match face à des équipes qui avaient encore de l'enjeu.
J'ai rien à dire sur Caen, mais Caen qui lâche complètement prise depuis plusieurs matchs, depuis qu'ils sont en Ligue 1 et qui perd à la maison face à Metz, un prétendant à la montée, c'est pas terrible ça. Bon, on a le droit de perdre, vous allez me dire, mais... Ah, je pense qu'une fois qu'on a acquis le billet pour la Ligue 1, on voit ce que Brest fait aussi. Bon, ça me paraît pas forcément logique, mais bon, c'est vrai qu'il y a une certaine démobilisation des garçons. C'est des professionnels, ils savent pas non plus forcément ce que l'avenir leur réserve, donc il y a en quelque part une démobilisation. Et bon, les autres jouent des matchs importants aussi, quoi qu'il arrive. Et les autres, ils ont une autre motivation. Donc c'est vrai qu'on a ce type de résultats qui sont compréhensibles et logiques, même si c'est dommage sur le plan de l'équité, forcément. Mais bon, après tout, Caen a fait une belle saison et remonte en Ligue 1 depuis pas mal de journées. L'autre résultat, c'est celui de Brest. On va revenir sur ce tableau de résultats. Brest, alors là, il y a moins de conséquences puisque Dijon, c'est un peu comme Nîmes. La situation est acquise. Mais Brest et Caen qui, soi-disant, se battent pour le titre de champion. Ce qui est quand même sympa, le titre de champion. Là, comme vous dites, il y a une certaine démobilisation. Tours, le prochain adversaire de Nîmes, concède le duel à la maison face à Bastia, mais ça ne change rien pour les Bastiais, comme a aimé me le rappeler Philippe Goursat en tout début d'émission. Voilà, merci. Vannes qui perd à la maison face à Laval. Attention, Vannes en grand danger. Angers, j'aime bien, pourquoi? Ça fait 2 fois que je fais le coup d'Angers-Angers, hier déjà. Angers qui bat Nantes 2-0, décidément Nantes, saison médiocre. Clermont qui reste dans la course, qui était mené 1-0, je crois, jusqu'à la mi-temps, qui finalement renverse la vapeur pour l'emporter 3-1 et rester peut-être dans la course à la montée. Autre prétendant à cette montée, Arles-Avignon, qui accroche un match nul 0-0. On a vu le résumé, il ne s'est vraiment pas passé grand-chose du côté des Ardennes. Et puis Le Havre-Strasbourg, 1 partout, ça ne change rien pour Le Havre. Par contre, ça met en grand danger Strasbourg ainsi que Châteauroux qui a perdu à la maison. On regarde le classement. Qui s'affrontent la dernière. Et ils s'affrontent lors de la dernière journée. Strasbourg et Châteauroux. Strasbourg, monument en péril du football français. Monument en péril à reconstruire, ce sera Bastia. On a compris, Guingamp aussi, qui est en grand danger. Vannes n'est pas tiré d'affaire, contrairement à Istres, Nantes. Grosse déception de cette Ligue 2. Le Havre également, grosse déception de cette Ligue 2. On va revenir sur le classement. Quand même une réaction, Philippe, Jean-Louis, sur ces 2 équipes qui descendent de Ligue 1. Comme quoi, comme la saison dernière, il n'y a qu'une seule équipe descendue de Ligue 1 qui va remonter en Ligue 1 cette année. C'est un championnat difficile cette année plus particulièrement, me semble-t-il. Certains critiques ont dit que le 3e était vraisemblablement le plus faible de ces dernières années. Moi, je pense qu'il est certainement l'un des plus forts de ces dernières années, dans la mesure où la répartition entre la 14e place, si je ne m'abuse, et la 3e, même si ça se décante un petit peu, ça a toujours été 3-4 points. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les équipes sont très proches les unes des autres, que les effectifs sont cohérents, et qu'il ne faut pas grand-chose pour être devant et très peu de choses pour être derrière. Donc je pense que c'était un championnat très compliqué, très serré, où il y avait inévitablement beaucoup de qualité et une équipe s'est très largement détachée rapidement, c'est Caen. Et Brest a pris le bon wagon au bon moment, ils ont eu la bonne série au bon moment. Faute de quoi, on s'aperçoit aussi que c'est une équipe qui ressemble étrangement à celle qui suivent. Donc je pense que c'était un bon championnat. Alors justement, il y a eu des commentaires cette année de gens, des commentaires assez variés, mais beaucoup disent c'est le pire championnat qu'on ait connu, la Ligue 2 n'a plus le niveau, ce genre de choses. C'est pas forcément le sentiment qu'on a eu nous ici à Nîmes. Il faut dire que, on y reviendra, mais l'équipe de Nîmes a progressé en termes de qualité de spectacle offert par rapport aux années précédentes. Mais globalement, la Ligue 2, elle aurait baissé. Vous connaissez bien ce championnat, Philippe? J'ai pas cette sensation-là, bien au contraire. Moi, je pense que c'est un championnat qui est... Comme je dis, les 10 premières équipes de Ligue 2 et les 10 dernières équipes de Ligue 1 sont très très proches les unes des autres. Ensuite, en Ligue 1, les différences budgétaires font qu'on a effectivement les grosses cylindrées et le reste du monde. En Ligue 2, c'est un petit peu moins vrai parce que les disparités sont moins fortes. Mais entre le, on va dire, 11e de Ligue 1 et le 10e de Ligue 2, sur un récurrent d'une saison, je ne pense pas qu'il y ait une grande différence. Jean-Louis Gazot, ça veut dire qu'il n'y a pas de
de prétendants. Je vais trouver la formule. Christophe, ne m'aidez pas, surtout de favoris. Il n'y a pas de favoris quand on démarre une saison de Ligue 2 désormais. Il y a quelquefois des favoris, mais c'est vrai que le championnat est beaucoup plus homogène. Moi, je pense qu'il est même plus relevé sur la moyenne. Peut-être qu'il y a moins d'équipes qui dominent, mais il y a moins d'équipes qui sont à la traîne. On voyait des relégués avec beaucoup moins de points autrefois. Et quand on voit qu'il y a des équipes comme Strasbourg, comme Nantes, comme Guingamp, avec des effectifs qui sont en bas de tableau, ça prouve bien qu'il y a un bon niveau. Donc le niveau est resserré, donc du coup effectivement c'est surprise quand même journée après journée. Hein. À chaque fois on a eu des scores tout à fait étonnants d'équipes. Et sans compter que ces équipes-là qui ne remontent pas de suite, comme tu l'as signalé tout à l'heure, finalement on les met toujours favoris pour la saison d'après. Donc ça c'est logique. Nantes, ça fait Strasbourg, ça fait Guingamp, ça fait les 3 qui vont descendre de Ligue 1. On va se retrouver bientôt à 7 équipes favoris dès le départ avant même d'avoir... Donc ça va être de plus en plus compliqué. Quoi. Qui plus est, bon, Guingamp ayant gagné la coupe, c'est quand même incroyable. Et puis là, ils risquent de descendre même. Ils sont, pour ainsi dire, ils ont presque 2 pieds en national. Donc ça veut dire que ce championnat est hyper serré parce qu'il y avait de très très grands joueurs à Guingamp. Après, bon, la mayonnaise n'a peut-être pas pris, mais c'est comme ça. Et c'est vrai qu'on ne peut pas dire qui va dominer. Même la saison prochaine, Nîmes Olympique qui a fait une belle saison, ça repart à zéro. Les compteurs seront remis à zéro et il va y avoir encore un championnat qui sera encore plus serré pour l'avenir. On continue avec ce classement, la première partie de ce classement. Voilà, il reste une journée, on l'a bien compris. Donc il y aura quand même un ventre mou avec Sedan, avec Nîmes, avec Dijon, avec Tours, Le Havre, avec Laval. Les équipes qui peuvent encore prétendre à la montée, Angers, Clermont, Metz, Arles-Avignon, Caen et Brest. On sait donc c'est réglé depuis un moment déjà. Un mot sur ces prétendants. Metz, on les attendait, forcément, ils ont raté la montée l'année dernière finalement de pas trop grand-chose, un peu comme Strasbourg. Clermont, on ne l'attendait pas forcément, surtout qu'ils sont 5e aujourd'hui après avoir été plutôt 15e tout au long de la saison. Angers, ça s'est plutôt bien passé avec des hauts et des bas, je dirais un peu le parcours comme Nîmes, même s'ils sont un petit peu au-dessus aujourd'hui. Et puis la surprise, Arles-Avignon. Président ? Oui, Arles-Avignon qui a beaucoup de mérite au niveau sportif, parce que ce sont des résultats avec, on dit un faible budget, ce qui est vrai, mais bon, ils ont eu le mérite, notamment l'entraîneur, de procéder à un bon recrutement à bas prix, je dirais, puisque bon, mais ceci, hélas pour eux, c'est ce que je disais un peu en aparté, ils sont pris un peu par leurs résultats sportifs. Et peut-être que ça accélère un peu rapidement le mouvement de structuration du club. Est-ce qu'il n'y a pas un cheval qui va plus vite que l'autre? C'est là le danger. Ils n'ont pas choisi, ils ont les résultats, il faut qu'ils y aillent. Mais bon, il y a quand même un danger parce que l'effectif qu'ils ont cette année, avec la masse salariale qu'ils ont, c'est un super rapport qualité-prix et je ne suis pas sûr que s'ils montent ou s'ils se maintiennent, ils puissent avoir la même chose la saison prochaine. Jean-Marc Conrad qui précise d'ailleurs que dans les objectifs président du club, voilà, de l'ACA, envisager la montée à l'avenir 2015. Pour remettre un petit peu dans le contexte et que par conséquent... La montée en Ligue 1, dans ses objectifs premiers. Donc là, s'il monte vendredi... Il a 5 années d'avance. Ouais. D'accord. C'était son objectif de monter en 2015. D'accord. Alors, d'ici, de Nîmes, alors bien si c'était l'année dernière, c'était Boulogne-sur-Mer, donc c'était un petit peu loin, on s'en moquait, mais bon, Arles-Avignon, du coup, c'est les voisins. On était en national avec eux il n'y a pas si longtemps, du coup, les voir à ce niveau-là, il n'y a que 7 points d'écart, il ne faut pas se raconter trop d'histoires, mais eux, ils sont encore prétendants. C'est pas un peu agaçant, ça, Philippe Gourtin? Non, je pense qu'il faut louer le mérite de ce que font les autres et nous continuer à travailler. Moi, j'ai toujours dit félicitations à leur saison, mais on n'est pas dans le même registre. Enfin, moi, en tout cas, quand je suis arrivé il y a 3 ans, le président a présenté un projet à court et moyen terme pour construire un club. Pour construire un club qui va de la formation, en passant par le centre de formation, en passant par les équipes de jeunes réserves, en passant par le statut professionnel à obtenir définitivement, en structurant le secteur tertiaire, en remettant en phase le stade des Costières. C'est un projet club, c'est un projet d'entreprise, c'est un gros projet. Avec tout le respect et toute l'admiration que j'ai pour Arles, je pense qu'on est plus sur un coup de poker où, voilà, félicitations, ils vont monter, quid de demain. Voilà, l'occasion fait le larron, comme l'a dit parfois Jean-Michel Cavalli. Si on peut monter, on ne refusera pas.
Mais effectivement, le danger, on a connu ça avec Istres il y a quelques saisons. On l'a bien connu puisque Istres venait jouer à Nîmes. Donc quand ils étaient en Ligue 1, ils n'avaient pas de stade, ils venaient jouer ici. Puis après, quand ils ont eu fini leur stade, ils étaient en Ligue 2 puis en National. Et aujourd'hui, sauvés en Ligue 2. C'est parfois le destin, Patrick, de ces équipes qui montent un peu trop vite. Mais disons que c'est vrai que la montée, on la prend quand elle vient, mais après, derrière, ça ne peut pas suivre. Et c'est vrai, avec tout le mérite qu'a Michel Esteban et les dirigeants, point de vue structure, quand on voit qu'ils s'entraînent un petit peu de partout, c'est miraculeux ce qu'ils sont en train de faire, mais ça, on le fait une fois. Même si ça n'enlève pas le talent de Michel Esteban, ce n'est pas sur une saison, puisque sur 2 ou 3 saisons, il a prouvé, même à Beaucaire, etc., que c'était un bon entraîneur. Mais c'est vrai que là, ça peut passer une année que des pros de 30 ans aillent s'entraîner sur un petit terrain où il n'y a pas de vestiaire, etc. et tout. Mais là, une fois, oui, mais je ne crois pas sur le long terme. Mais justement, est-ce qu'une éventuelle montée en Ligue 1 et un budget colossal qui va arriver pour Arles-Avignon, s'il est bien géré, est-ce que ça ne va pas forcément les aider à restructurer plus rapidement que les autres finalement? Ou est-ce que c'est au coup d'épée dans l'eau, quoi? Oui, la première année, certainement. La première année, certainement, parce qu'ils bénéficient de contrats à prix, je ne dis pas bas prix, c'est pas ce que je veux dire, mais il y a des conditions salariales qui n'auront pas la deuxième et la troisième année. C'est vrai. S'ils gardent l'effectif à peu près actuel. S'ils gardent même si du recrutement. Même si recrutent la première année, bon, il y a des, comment dirais-je, je pense que les primes de montée, ils vont les payer sur la saison à venir. Bon, je ne vois pas comment ils peuvent faire autrement. Non, mais il y a des possibilités pour Nîmes, parce que bon, moi je vois Nîmes, si on était monté cette année, c'est vrai qu'on gagnait 1 ou 2 années dans l'investissement, c'est bien évident. Alors ce que je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Philippe, c'est vrai qu'il y a des stratégies de gestion de clubs qui sont importantes. Et rappelez-vous, l'année dernière, nous sommes montés avec 2 autres clubs, avec Vannes et Tours. Vannes et Tours, tout le monde a dit, on est le moins bon club de l'accession, et puisque effectivement, oui, eux ont brillé, Vannes notamment en allant en finale de coupe, en faisant de bonnes choses. Le Tour, en manquant d'accession à Ligue 1 de fort peu. Bon, si on regarde cette année, c'est tout à fait l'inverse. Des 3 clubs qui sont montés la saison précédente, nous sommes le premier club, devant Tours et devant Vannes. Bon, c'est une indication, ce n'est pas des certitudes. Mais je pense qu'effectivement, il faut prendre son temps, bien construire le club, et j'espère qu'on parlera sur ce qui a été fait hors sportif cette saison, bien sûr, et ce qu'on envisage la saison prochaine. Mais effectivement, c'est très très important de faire ça. Maintenant, comme je dis, on serait à la place d'Arles, ils subissent un peu leur succès sportif. Bon, et c'est difficile de faire autrement. C'est difficile de faire autrement. Maintenant, on peut leur souhaiter que bonne chance, et rien ne dit qu'ils ne vont pas y parvenir. Et si on revient sur le classement, il y a un autre club sur lequel j'ai envie de vous faire réagir, c'est celui de Brest, que Philippe Goursat connaît bien. Brest, c'est l'année dernière, rappelez-vous, un sauvetage à l'avant-dernière journée, ce qui les a effectivement un peu démobilisés, encore que pour la dernière journée, c'était le déplacement des Nîmois à Brest, on s'en souvient. Brest, cette année, sans faire d'excès, je dirais, est presque naturellement en Ligue 1, avec pas mal d'avance. Meilleure attaque de Ligue 2 aussi. Meilleure attaque de Ligue 2, un jeu souvent séduisant. Brest, c'est le modèle pour vous? C'est un club que je connais un petit peu, ouais. Pour y avoir passé pratiquement 5 saisons. C'est le projet que le président Gazo a souhaité mettre en place à Nîmes, c'est-à-dire construire un club, bâtir autour d'une entreprise football et mettre toutes les chances de son côté, économiquement, structurellement et infrastructurellement, pour réussir. Moi, je suis arrivé à Brest, ils étaient au bord du CFA, ils se sont sauvés ici à l'avant-dernière journée en national, à Beaucaire, en gagnant à 89e minute. Et l'année d'après, quand on est arrivé, on est monté tout de suite en Ligue 2. Et voilà, il a fallu derrière 5 années pour reconstruire. Le club était encore bien plus mal en point que Nîmes, parce que Nîmes avait, moi quand je suis arrivé, et ça c'est tout à l'honneur du président, aucun problème économique. Brest en plus avait des problèmes économiques à cette époque-là. Il a fallu du temps au temps pour construire, pierre par pierre, jour après jour. Et voilà, donc on est passé par toutes les étapes, la remontée, l'obtention du statut professionnel un petit peu plus rapidement
qu'à Nîmes, mais le président s'en expliquera. Et derrière, dérouler. Ensuite, on a fait des plus-values importantes. Moi, j'avais fait venir Franck Ribéry, Marc-Antoine Fortuné, etc., qui ont amené des subsides importants au club. Aujourd'hui, les différences budgétaires qu'on a entre nos deux clubs sont essentiellement liées à des mannes de transferts qui sont retombées et qui leur ont permis effectivement ou d'investir dans l'outil ou d'investir dans la matière première que sont les joueurs pour petit à petit réussir leur pari. Et je pense que c'est bien et que c'est mérité parce qu'ils ont bien bossé et qu'aujourd'hui ils ont la récompense de tous les efforts fournis. Quand on voit ce qu'ils ont été chercher cette année, parce qu'on dit, bon, ils ont fait des coups avec Nolan Roux, etc. C'est pas gratuit, Nolan Roux, hein, faut pas vous voiler la face. Grougy, c'est pas gratuit. C'est combien, Nolan Roux? Ça se dit pas, mais je le sais, mais ça se dit pas. Mais, ça, on sait, vous le savez, ça c'est sûr. Mais c'est Grougy, c'est un très bon joueur qu'on connaît depuis qui est très très loin d'être gratuit. Mais Nîmes, ça veut dire quoi? C'est 2 fois plus cher qu'un joueur nîmois? C'est beaucoup plus cher. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Nîmes pourra le faire à court terme, dans la mesure où les plus-values sont en train de se générer. Et petit à petit, ça nous permettra, enfin, si le président l'acte dans ce sens-là, d'étoffer un budget tant sur l'investissement que sur le fonctionnement. Donc il faut du temps au temps. Et moi, en tout cas, personnellement, je préfère cette vision des choses-là que la vision du coup de poker à chaque coup, au risque de tout mettre en péril. Et on est, alors là, j'ai pas d'a priori pour le dire, on est bien drivé parce que le président il joue jamais au poker. Donc, ah, il a d'autres défauts, mais celui-là, beaucoup. Ou alors il le cache bien. Beaucoup d'autres. Celui-là, on sait que voilà. Allez, quand même, juste président. Je me rappelle d'une soirée. Alors, je vais essayer de me rappeler du match. C'était le repas d'après-match après Clermont. On perd à la maison, on sort de la défaite à Arles-Avignon, défaite à l'extérieur, on n'est jamais qu'à la 32e journée, Nîmes est encore 6e. Et là, franchement, j'ai eu le sentiment que vous aviez des regrets. Vous avez eu un moment où il y a eu des regrets. Le président, effectivement, c'est la défaite qui m'a fait le plus de mal. Elle venait après celle de Châteauroux, qui est la victoire d'Ajaccio-Antre. Parce que, bon, une erreur peut toujours arriver, on peut toujours être surpris. Bon, la seconde fois, ça paraissait un peu plus difficile. C'est vrai que j'étais un peu déçu, j'étais un peu en colère. Et ce que je voulais dire, déjà, parce qu'il ne faut pas croire, parce qu'on parle de patience, qu'on n'a pas voulu jouer la montée. Parce que j'entends dire, bon, on a lâché en cours de route. Et c'est vrai que nous avons eu un discours extérieur qui disait, bon, si on ne monte pas cette année, c'est pas grave. Mais ce que je peux vous dire, qu'en interne, puis maintenant il y a prescription, on a tout. Plaisir de vous l'entendre dire. Oui, il y a prescription. Ils ne sont pas venus sur le plateau de télévision pour faire on a tout fait, comment dirais-je, on a tout fait pour jouer cette montée, soyons clairs. Il ne faut pas. Ce serait dramatique de dire et de penser le contraire. On a tout fait pour jouer cette montée. Est-ce que c'est ça qui nous a fait échouer? Est-ce que chaque fois qu'on a fixé un objectif peut-être un peu trop, ça bloque? C'est ce qui s'est passé à National, où chaque fois on était dans l'obligation d'accéder à la Ligue 2. Et est-ce que ça a été peut-être un handicap pour atteindre le résultat? Bon, le fait est là. Bon, ceci étant dit, on a construit, on a fait, on n'y est pas arrivé. Il y a eu cette déception. Ma déception, puisqu'on se dit tout aujourd'hui, elle est, comment dirais-je, elle est aussi sur le plan de ce qui est offert aux spectateurs. Soyons clairs, il n'y a pas de différence entre qui que ce soit, mais moi j'ai toujours cette idée que le football doit être avant tout un spectacle. Alors on doit assurer des résultats, ça me paraît évident, et peut-être cette année on n'avait pas les moyens de tout réaliser, c'est-à-dire les résultats et le spectacle, mais il faut bien savoir que dans l'objectif que nous nous sommes tous fixés, c'est effectivement de faire, on y reviendra dans le recrutement, mais de faire en sorte que quand même on ait des résultats et on ait du spectacle à la fois. Vous êtes surpris par cette moyenne de spectateurs qui n'est pas finalement à la hauteur de ce qu'on imaginait quand on a vu certains matchs en national où le public répond présent. Et là en Ligue 2, dans des matchs où il fait pas forcément mauvais, il y a une belle affiche. Et les spectateurs ne sont pas là. Alors là, il y a, comment dirais-je, et après je laisserai parler Philippe, il y a deux choses.
la moyenne des spectateurs cette année est environ 1000 spectateurs de moins en moyenne que l'année précédente. Et c'est dû, c'est dû essentiellement à 2 matchs. Et nous avions fait 2 fois 18 000 spectateurs contre Lens et contre Montpellier. Alors si on compte une moyenne de 8 000, c'est-à-dire ça fait 2 fois 10 000, ça fait 20 000 divisé par 19 matchs, vous trouvez cette moyenne. Et la moyenne des autres matchs, sachant que la meilleure affluence a été Arles-Avignon avec 12 à 13 000, les autres matchs, on tombe à peu près sur la même moyenne. Quand on n'est pas loin du podium, on est 3e, 4e, 5e, on attend quand même on attend des supporters qui viennent en nombre. Et là, on n'a jamais senti cette flamme. Ça a été une déception qui est due effectivement à ce que je vous explique, à l'absence de 2 grosses affluences, mais également, il ne faut pas oublier que nous sommes en période de crise et que dans tous les stades, vous regardez la télévision, il y a une baisse générale. Il y a une baisse générale au niveau des entrées, au niveau du sponsoring, et on y viendra peut-être en ce qui concerne Nîmes, donc de grosses difficultés budgétaires pour les clubs à la fin de cette saison, il faut être clair. Donc il y a une baisse générale des spectateurs, que nous avons à Nîmes aussi, et qui s'explique par la concurrence de Montpellier d'abord. Et on a un club de Ligue 1. Vous pensez qu'il y a une partie du public qui a pu se dire je vais aller voir des matchs de Ligue 1 parce que je vais aller voir Marseille, tout à fait. Je ne parle pas du Nîmois pur, mais c'est la frange Alès, le Grau-du-Roi, Lunel, où Montpellier est aussi proche que Nîmes. Donc vous avez incontestablement des gens qui ne peuvent pas se payer 2 matchs dans la même semaine ou la même quinzaine. Et donc il y a une érosion de ce côté-là aussi. Il y a une érosion économique, il y a une érosion de grandes affiches. Et puis peut-être, effectivement, on a joué, parce que peut-être qu'on n'avait pas les moyens de jouer sur les 2 tableaux, on a joué l'efficacité, peut-être... Sachant qu'à Nîmes, on apprécie aussi le résultat. Il faut les 2. Et puis même si on ne marque pas 4 buts, 2 ou 3 bons bouchons derrière, n'est-ce pas Patrick? ça ravit le spectateur. Allez, il faut arriver à se connaître les 2. Il faut faire les 2. On va marquer une courte pause, on revient pour parler budget, mais pour parler également association, pour parler structuration du club. Allez, une courte pause et à tout de suite. Il était une fois les matinées magiques. Le rendez-vous que Kinépolis donne à tous les enfants et à leurs parents le premier dimanche de chaque mois, avec un tarif unique pour tous, 5 €. Au programme, des animations, une avant-première ou l'un des films pour enfants à l'affiche et un cadeau surprise. Kinépolis, bien plus qu'un cinéma. La crise ne doit pas vous obliger à renoncer à vos loisirs. Depuis presque 4 ans, Resto Malin est la solution qui vous permet d'aller au resto et de sortir à moitié prix. Un repas ou une sortie achetée, c'est la même prestation qui est offerte. Achetez dès maintenant la nouvelle édition Resto Malin Automne-Hiver 2009-2010, au prix inchangé de 20 € chez les restaurateurs participants ou par courrier à l'adresse suivante, Athénor Sud, 7 rue de Garenne, 30 230 à Bouillargues. Plus d'infos sur le site www.restomalin.com. Resto Malin, pour sortir à moitié prix en période de crise, on n'a jamais vu aussi malin. Croco Hebdo, deuxième partie. Croco Hebdo, là, 81e, merci. Avec bien sûr nos 2 invités, Jean-Louis Gazot, Philippe Goursat, et puis nos consultants, Patrick et Olivier, et Christophe Ché. Christophe Ché, c'est à vous. Oui, pour évoquer, Pierre-Paul, un petit peu une constatation au niveau des statistiques au cours de cette saison 2009-2010. On a eu tout au long des semaines de cette émission et analyser l'évolution de la défense, de l'attaque du Nîmes Olympique. On a décidé pour cette dernière émission de regarder un petit peu, de partager l'attaque du Nîmes Olympique en 2 tableaux, 2 classements. Vous avez décidé, je ne sais pas du tout ce que vous avez Vous m'avez en tout cas suggéré, Pierre-Paul. Ah oui, c'est ça, moi. Ouais, plutôt. Allez, alors, avec un classement de l'attaque du mois d'août au mois de décembre, c'est-à-dire sur la première partie, les matchs allés. Avec un classement des buteurs qui nous place Jonathan Haïté et Jean-Jacques Mandrecky à égalité de buts avec 7 buts. Suivent derrière le capitaine Mehdi Mostefa avec 2 réalisations et puis un but pour Stozic,
Mukanjo, Yassine Adou et Nicolas Bayo. Ça, c'était pour la partie des matchs allés, qui allaient d'ailleurs être suivis d'une bonne passe pour les joueurs du Nîmes Olympique, avec 4 victoires consécutives et une 3e place acquise dans ce classement de Ligue 2. Et puis à partir du mois de janvier, vous allez voir, les chiffres sont légèrement différents de janvier au mois de mai, sans tenir compte bien évidemment du match à venir vendredi au Costières face à Tours. Vous allez voir, le classement est là différent. Jonathan Haïté est seul premier avec 4 réalisations. Deuxième, Jean-Jacques Mandricky avec 3 buts. À 2 réalisations, on trouve Mukanjo et Boli, recrues du mercato hivernal. Autre recrue, Imad Zatara avec 1 but. Al-Foussaini Keita, ainsi que Saïd Aïdbaï qui est également venu au cours de l'hiver. Donc on le voit, moins de buts pour la seconde partie du championnat, ce qui explique, Pierre-Paul, que Nîmes soit actuellement la 18e attaque du classement de Ligue 2. 18e attaque, 10e défense, mais 18e attaque. Seul Istres et Guingamp ont fait moins bien. C'est la déception et c'est la clé de cette deuxième partie de la saison, Philippe Goursat. C'est l'attaque qui a, à un moment donné, failli. C'est assez paradoxal parce que je pense que les purs attaquants sont loin d'être en reste par rapport au reste des attaquants du championnat. Je pense plutôt que c'est l'animation plus que les attaquants qui a fait qu'à un moment donné on a été un petit peu moins bien parce que nos garçons devant sont quand même des garçons plus ou moins courtisés, que ce soit John, que ce soit Benjamin, que ce soit même Yannick. Non, je pense que c'est pas un problème d'attaque, c'est un problème d'animation à un moment donné où on a certainement été moins performant. Donc ça veut dire dans la capacité à remonter des ballons et à offrir des possibilités de but, encore qu'il y a eu souvent des occasions. Sur les derniers matchs, on a un peu pleuré les occasions ratées. On a peut-être aussi beaucoup vendangé, oui. Ouais. Notamment sur les entames de match à domicile, Pierre-Paul, on se souvient qu'il y avait eu une grande... Là, ne m'en parlez pas, c'est la pire statistique du Nîmes Olympique. Savez-vous, si les matchs ne duraient que 45 minutes, quelle serait la place du Nîmes Olympique? C'est extraordinaire. LFP.fr, il y a des statistiques de foot. Ouais. Président, vous avez dit 20e. On est dernier en première mi-temps. Heureusement qu'on a 2 mi-temps. Heureusement qu'il y a 2 mi-temps. Alors bon, c'est normal, il faut laisser venir un peu. C'est ça, Patrick, il faut laisser venir au début. Et on s'est un peu amélioré en plus sur la fin. On s'est un petit peu amélioré sur la fin. On est 10e pour la deuxième période. Mais paradoxalement, en première partie, lorsqu'on encaissait un but, on gagnait tout le temps. Derrière, on gagnait 2. C'était le score. Le score. Et cette mécanique-là s'est enrayée aussi à un moment donné dans la saison, parce que revenir, toujours revenir, bon, au bout d'un moment, on n'a plus pu. Vous avez d'autres des trucs comme ça, Christophe? On en a, on peut le regarder pour la suite de l'émission. Sur les joueurs, donc on en a parlé déjà pas mal avec Jean-Michel Cavalli, bien sûr, sur le recrutement, sur la façon dont il a géré son groupe, les choix qu'il a fait, il nous a expliqué, on lui a souvent posé la question, je dis la presse, en conférence de presse, Jean-Michel Cavalli, est-ce que vous allez faire des essais, etc. Et lui, sa réponse, à un moment donné, ça a été de dire non, je joue avec les joueurs que j'ai en contrat, les joueurs sur lesquels je compte pour la saison à venir. C'est-à-dire finalement, on a là aussi fait les comptes, moins de 20 joueurs. 17, 18, 16, 17, 18 joueurs, pratiquement maximum. J'imagine que vous en avez débattu, parlé avec lui. Je vois le président qui sourit. Oui, je vais laisser répondre Philippe et je ferai mon petit commentaire. Non, mais il n'y a pas un grand turnover le concernant. Bon, il travaille avec un groupe un petit peu restreint et s'appuie sur ses bases. Alors après, on peut toujours commenter. En tout cas, c'est son concept et son concept lui a donné raison l'année dernière. Lui donne peut-être un tout petit peu moins raison cette année, mais bon... Sur la fin du championnat, Oui, je pense qu'il faut pas tout systématiquement mettre avec des chiffres, avec des statistiques. C'est compliqué, le football n'est pas une science exacte, sinon, comme on se le disait tout à l'heure, les prétendants seraient plus que des prétendants et dans les deux sens. Voilà, après, moi ce que je pense, c'est que, comme on se le disait tout à l'heure sur l'avenir du club, le club est en train de monter les marches les unes après les autres. Il est sorti du national avec un effectif. L'année dernière, on n'a pas pu faire tout ce que l'on voulait parce que les budgets ne sont pas extensibles à l'infini. Cette année, on arrive sur la fin d'un petit cycle avec bon nombre de joueurs en fin de contrat, avec d'autres joueurs qu'on a souhaité être tous ensemble, être des cadres. Ces joueurs-là sont là. Comment on détermine un cadre? Nous, on a toujours travaillé de la même façon, en tout cas moi depuis que je suis là. Le coach amène ses idées, on lui soumet les nôtres, et quoi qu'il arrive, on tranche à 3.
Donc, si le président émet son veto, le joueur, il ne viendra pas à Nîmes Olympique. Donc, c'est pas une personne qui fait tout toute seule, qui décide tout toute seule. C'est une équipe qui décide, qui travaille, un staff technique, un président, un manager. Un collégial, c'est voilà. Et le petit commentaire promis par Jean-Louis Gazan. Le commentaire, bon, effectivement, il diverge un peu de celui de l'entraîneur qui dit avoir 17 joueurs. Moi, quand je vois les bulletins de salaire, j'en trouve 32. Et 33 ont été utilisés depuis le début de la saison. Oui, mais il doit y avoir même peut-être 33, même si on cherche bien. Donc, bon, ça veut dire qu'il y a la moitié des joueurs professionnels du club qui n'ont pas été utilisés. Alors, je ne porterai pas un jugement sur le fait pourquoi ils n'ont pas été utilisés. Ce que je peux dire que cette année, le défaut un peu justement, c'est peut-être qu'il y a eu trop de joueurs, parce que comme disait Philippe, on savait qu'en fin de saison, il y aurait beaucoup de joueurs de libres et qu'on a un peu anticipé, notamment au mercato, le recrutement de la future saison. Mais bon, je ne peux pas laisser dire qu'effectivement, il n'y avait que 17 joueurs qui avaient le niveau de jouer en Ligue 2. Ça a été une des principales critiques, nous, ici, c'était de dire on a beaucoup de joueurs et finalement on en utilise quoi, 16-17. Voilà. Et, à un moment donné, on a senti l'équipe qui avait besoin de souffler, qui avait besoin de retrouver un peu de fraîcheur, et malheureusement, on ne voyait pas ces joueurs entrer. Et même si on les aurait fait entrer, ils manquaient de rythme. Donc est-ce que ce n'est pas le coup qui a coûté peut-être à Nîmes ce que beaucoup de supporters attendaient cette année, à savoir la montée en Ligue 1 dès cette année, en faisant peut-être plus tourner justement ce riche effectif? Je suis pas sûr qu'il y ait une vérité. Si on regarde nos amis d'Arles-Avignon, Michel, il n'a pas fait tourner parce qu'il n'avait pas l'effectif pour le faire. Et il a pu arriver, malgré tout, à amener au bout du bout son groupe. Donc, je suis pas sûr que là encore, il y ait des vérités mathématiques, statistiques, ou si on fait ci, si on fait là. Je pense qu'il y a une part d'incertitude dans le sport, et Dieu soit loué, j'espère qu'elle restera longtemps, où, comme vous le dites, on n'a pas marqué beaucoup de buts pendant les premières périodes. J'aurais aimé qu'il y ait une statistique sur le nombre d'occasions consacrées, on serait peut-être certainement de très loin leader. Voilà, donc ça tient à pas grand-chose, ça a tenu à pas grand-chose l'année dernière pour se sauver, et on a sublimé ce qui n'était pas forcément sublimable. Bastia en sait quelque chose, ils ont craqué le mauvais jour à la mauvaise heure. On n'a pas fait ça l'année dernière. Cette année, on a peut-être craqué, comme le dit le président. Je pense que clairement, on savait qu'on avait trois matchs pièges et tournants. Depuis le départ, on en parlait souvent. Quand on parlait de l'avenue de Nantes, quand on parlait de l'avenue de Brest, jamais, sincèrement, très objectivement, on n'a jamais été inquiet sur ces matchs-là. On s'est toujours dit, les pièges, ça sera Châteauroux, Clermont. Et comme par hasard, on est tombé dans le piège. Parce que, qu'on le veuille ou non, psychiquement, les joueurs, ça reste des humains, hein, et Dieu soit loué aussi, et que la motivation ou la sublimation qu'on peut avoir contre Metz, contre même Strasbourg, qui fait pas une bonne saison, elle est peut-être inconsciemment, psychologiquement, pas de la même nature contre Châteauroux, et on se voit peut-être des fois plus beau qu'on est, et on paye cash l'addition. Et je pense que ces deux matchs charnières, on a mal su tous ensemble, hein, parce que je pense qu'il serait trop facile de tirer sur l'ambulance. Je pense qu'on a le président, moi, Jean-Michel, les joueurs, les administratifs, tout le monde, parce que c'est une équipe. On a tous notre part de responsabilité dans ce petit échec-là, en tout cas. Patrick. Moi, disons qu'il y a aussi ce match d'Arles qui a perturbé aussi, je crois, l'équipe, parce que je sais que tout le monde nous ferait un gros résultat à Arles. Bon, on a perdu, bon, on sait comment on a pris des buts un peu casquettes, etc. et tout. Et c'est vrai que ça, sur la fin, ça a donné un coup de bambou sur la tête de tout le monde. Et je crois qu'après, les défaites qui se sont enchaînées sont dues, à mon humble avis, certainement à ce match d'Arles où c'était très très important de ne pas y perdre. Je suis d'accord, on en a parlé. Voilà, donc c'est ce que je voulais. Simplement, qu'est-ce qu'on peut regretter à Arles finalement? On a eu autant d'occasions qu'eux, ils en mettent deux, voilà, terminé. Sur coup de pied arrêté. Qu'est-ce que vous voulez faire? Malheureusement, mais Arles a bien négocié ça et derrière, on n'a pas su vraiment s'en remettre, je pense sincèrement. Ouais. Sur les joueurs, sur le recrutement, parce que maintenant on va passer à l'année prochaine, donc il y a ce groupe, on a bien compris. Est-ce que dans ce groupe-là, il y a quand même des joueurs qui sont susceptibles de s'en aller l'année prochaine? Vous pouvez me dire Joker, mais il a touché du coude là, je pense. Il a dit, allez, vas-y Philippe, vas-y toi. Par définition, les joueurs sous contrat sont sous contrat. Voilà. Moi, ce que j'ai très peu apprécié tout au long de cette saison, mais parce que Nîmes est en train de grandir et ça ne serait pas passé forcément dans un club
sur lequel, je pense, on aurait eu encore un peu plus d'expérience. Très rapidement, on a vu sortir bon nombre de bêtises. Et je pense au cas Jonathan Haïté, séduit par Hambourg, séduit par ceci, par cela. Moi, je vais vous dire, j'ai dit au président ce jour-là, j'ai piqué une quinte comme peu me voit, parce que je pense être quelqu'un de raisonnable. J'ai dit, si à un moment donné, on veut jouer à ce jeu-là, vous allez voir que les tarifs ils vont vite monter. Un joueur sous contrat, le contrat, il n'est pas unilatéral. Le président le dit à très juste titre très souvent, quand un joueur il a signé et qu'on n'en veut plus, il reste, ou on paie. Quand un joueur il a signé et qu'on ne veut pas qu'il parte, il reste et il fait son travail. Et ça sera comme ça jusqu'au bout. Après, si les propositions arrivent et qu'elles sont très bonnes, on verra si on discute. Mais aujourd'hui, il est hors de question de discuter sur les joueurs qui sont sous contrat. En tout cas, ça c'est, je pense pas trahir un grand secret, notre position. Il y en a marre de faire la cour, de faire des supputations, de faire monter les enchères. Mais c'est important pour la presse aussi. Hein. C'est clair, on voit ce que dit Philippe Bourassa, c'est clair. Mais notre position avec le Et les agents joueurs aussi jouent de ça. Oui, ils vivent de ça. Notre position avec le président, elle est claire. Les joueurs, ils se sont engagés à Nîmes Olympique. Si, à un moment donné, ils ont des états d'âme, on leur remettra les pendules à l'heure. Et si, toutefois, il y a des opportunités, eh bien, il faudra que les portefeuilles arrivent bien remplis. Sur les joueurs qui restent, on a à peu près compris, on sait à peu près qui sont encore sous contrat. Enfin, on le sait d'ailleurs, hein, mais je n'ai pas tout en tête, moi. Ça veut dire que 16-18 joueurs, un groupe professionnel. Président, c'est plutôt 24-25, ça veut dire qu'il va y avoir 6-7 recrutements dans les semaines qui viennent? Oui, il y a un peu plus, puisqu'il y a la signature de 3 jeunes qui vont signer. Qui sont des jeunes de Nîmes. Hein. Qui sont des jeunes de Nîmes. Puis bon, cette année, peut-être que le président s'investira un peu plus dans le recrutement. Il a dit un peu plus et un peu peu en même temps. Non, mais ce que ça veut dire. Non, mais un peu plus, parce que bon, je pense qu'il faut limiter le groupe à 26, y compris les jeunes, y compris les gardiens, et qu'on doit recruter, on le dit souvent et on ne le fait pas. Et cette année, je ferai tout pour qu'on fasse du qualitatif et non pas du quantitatif. 26. Qu'est-ce que c'est le quantitatif? C'est quand on fait des paris? C'est quand on a 32, pour des raisons, et là ce n'est pas critique aussi, parce que c'est vrai que c'était les contrats qui étaient en cours, quand on a, comme cette année, 32 contrats pro, c'est du quantitatif. Parce que 26, c'est déjà un bon effectif, on est 16 sur la feuille de match, vous me direz il y a 3 gardiens, mais il y en a 2 sur la feuille de match, ça veut dire que vous avez plus que les postes qui sont doublés, puisque vous avez 11 joueurs dont tous les postes sont doublés, puis ça permet effectivement à des jeunes de pouvoir accéder à l'équipe Fagnon. Alors là, Philippe vous dira un peu quelle est notre politique, peut-être que des jeunes, et notamment de l'équipe réserve, qui ne doit pas être une maison de retraite, mais qui doit être au contraire... on parle clair, on a compris, on parle clair. Non, on parle clair. L'équipe réserve n'est pas une maison de retraite. Mais qui doit permettre aux jeunes de 19 ans, peut-être de jouer en CFA2, pour ne pas être directement confrontés, parce que de plus en plus on voit des joueurs de 19, 18, 19, 20 ans jouer en équipe première, de ne pas avoir directement équipe U19, équipe première, qu'ils aient un tremplin qui soit possible. Mais sur ce point-là, Jean-Michel Cavalli se défend en disant ce sont des joueurs, ceux qui ne jouent pas trop, ce sont des joueurs qu'il n'a pas choisi lui. Donc quelque part, ils sont sous contrat parce qu'il est arrivé en cours de saison et qu'il a utilisé des joueurs qui étaient déjà là, mais ce ne sont pas ses hommes à lui. Pour vous contredire, Olivier, rappelons que Imad Zatara a été buteur ce week-end avec la CFA2. Tout à fait. Oui, bon, on va pas polémiquer. Le passé, c'est le passé. Là, vous voulez réduire le nombre de professionnels. Le passé, c'est le passé. Ce que je peux dire, c'est que dans le groupe de cette saison, notamment de deuxième partie, je connais très peu de joueurs, très peu de joueurs qui n'ont pas été recrutés avec notre accord, mais par sur le groupe là, qui est présenté chaque semaine. Chaque semaine. Effectivement. Quand tu me dis pas recruté, tu me diras lesquels qui n'a pas recruté. Les joueurs qui sont dans l'effectif qui n'a pas recruté, c'est-à-dire je pense à... qui sont dans l'effectif, pas dans le groupe. Qui sont dans le groupe et qui ne jouent pas. Ah d'accord. Non, tout ce qu'il a recruté, ils jouent, ils sont dans le groupe. On parle des 32, quand on parle des 32, il y en a beaucoup qui ne jouent plus, qui sont plus utilisés. C'est évident. Même si Salas Bailly, qui était un titulaire indiscutable, on va dire, en début de saison, a eu une passe où il n'était plus dans le groupe pendant à peu près 5 mois. Philippe, pardon.
Non, mais de toute manière, je pense qu'on avait... cette année encore était une année comme sera celle de l'année prochaine de transition. Le club est en train de se remodeler, en train de se réorganiser, en train de se restructurer. Donc de toute manière, il fallait tout ça. Il faut tout ça. On est dans un projet entreprise-club. Donc on n'est pas dans un coup de dé où on essaye de faire un truc comme ça et puis on voit comment ça retombe. On est en train de bâtir. La CFA2, vous avez vu un petit peu dans quel état on se bat. Alors, bon, il y a là des choses particulières, la poule du Sud, elle est toujours très bizarre. Mais on n'arrête pas de gagner et on a toujours que 2 points d'avance. Donc, j'ai fait une remarque et je ne mettrai pas le chiffre en face. Le jour où on a joué Grasse, j'ai fait la masse salariale de ce que ça pouvait représenter. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de nationales qui aient ça. Donc, malgré tout, il fallait ça. Parce qu'aujourd'hui, si les garçons n'avaient pas fait leur métier, parce que les garçons sous contrat, intéressés, pas intéressés par le groupe de l'équipe première, il n'y a pas un garçon à l'intérieur du Nîmes Olympique qui n'a pas fait son métier consciencieusement. Ça, c'est important. Donc à partir de là, qu'il soit appelé à jouer avec l'équipe première ou avec l'équipe réserve, tout le monde a fait son métier de façon irréprochable. En témoigne Michael Coloredo, le nombre de buts qu'il marque et les décisions qu'il peut faire avec la CFA2. Et il est important qu'on sauve la CFA2 parce qu'en DH, ça ne serait pas du tout la même mayonnaise, surtout au niveau, un professionnel n'a pas obligation d'aller jouer en DH, il faut le savoir. Donc ça poserait beaucoup d'autres problèmes. Donc tout ça, il le fallait, toujours dans ces années de construction, pour amener le club véritablement dans un champ professionnel, très professionnel. Donc voilà, après, qui a fait quoi, qui a fait qui Jean-Mi, il n'avait pas forcément choisi l'effectif qu'il a l'année dernière pour se sauver, il s'est sauvé quand même. Cette année, il a fait des choix, on lui en a susurré d'autres. Tout ça, à mon sens, c'est des querelles journalistiques qui nous touchent pas trop. Sur le recrutement, j'y reviens, vous m'avez pas tout à fait répondu, c'est-à-dire 6-7 recrutements de fait quasiment nécessaires, 2 ou 3 qui viennent, vous avez j'imagine des pistes pour les 2 ou 3 qui montent des jeunes, je vais finir mes phrases, 3 ou 4 joueurs pris de l'extérieur, avec, si j'ai bien compris également vos remarques les uns et les autres, toujours une politique de bâtir, c'est-à-dire on ne va pas faire de prêt, il n'y aura pas de joueurs prêtés, vous allez essayer de dénicher des joueurs disponibles, si possible jeunes. Là encore, c'est ça votre idée? Alors le principe du club demandé par le président, c'est d'abord de construire un budget, ce qu'on a fait, ce qui sera entériné si je ne m'abuse ce soir. 2, de déterminer une masse salariale à l'intérieur même du club. 3, de lui proposer quelles seront nos ambitions, une liste potentielle, etc. Nonobstant qu'il puisse y avoir des départs qui soient sous contrat, parce que ça fait partie du football. Aujourd'hui, c'est, comme je l'ai dit, peut-être de façon un peu véhémente, mais il y en a marre un petit peu de tout ça aussi. Après, on n'est pas plus bête que les autres. Hein. Si quelqu'un vient chercher Jonathan et met 15 millions d'euros, on discutera. Ouais. Peut-être un peu moins. Peut-être un peu moins. Donc, à 14, l'information de monsieur le recruteur, à 14, on peut discuter. Voilà, par exemple. Donc, voilà, à partir de là, notre but et notre devoir avec Jean-Michel. Est-ce qu'il y aura un coup de poker? Allez, je vais affiner. Ça veut dire quoi un coup de poker? Et je sais pas, un joueur. Un gros coup. Mais tous les gros coups dans le football français se sont avérés des échecs. Pourquoi voulez-vous qu'on fasse un échec? Vous avez fait Ribéry, sur le futur Ribéry à Nîmes. Ah oui, moi j'en ai vu un cette année. Ouais. Pour la première fois, je l'ai dit au président en rentrant d'un certain match. Je lui ai dit depuis Franck Ribéry, j'ai pas vu l'équivalent. Ah, on ne saura pas qui c'est. Non. Et si on peut le faire, on va pas s'en priver. Allez, on va pas les titiller plus que ça. Sur le recrutement, on a compris, c'est quelque chose de forcément complexe, le recrutement. Et on aura les informations bien assez tôt. Sur la structuration du club, on a parlé donc de la CFA, on a parlé des jeunes. Ça veut dire que, et ça c'est quand même la grosse info, la grosse nouveauté de la saison, il y a effectivement désormais un seul club, Nîmes Olympique Pro et Nîmes Olympique Association. Voilà, je passerai un peu la parole à Philippe pour développer un peu tout ça. Mais ce que je voudrais dire effectivement, que peut-être la meilleure, la plus grande victoire pour le club, c'est cette réunification. Bon, et là, je peux dire qu'on a perdu 2 ou 3 ans, parce que ce n'est pas premièrement un cadeau pour la société de reprendre l'association, en fait de travailler avec l'association, puisque bon, on a trouvé une situation dégradée, notamment financièrement. Sur les 2 saisons, ça va nous coûter 1 million d'euros.
ce million d'euros, il n'ira pas ailleurs. Mais c'était. Il n'ira pas au recrutement. Il ira pas. C'était un mal nécessaire. Et surtout, ça permet de bien refonctionner. Je crois que Philippe vous en dira beaucoup plus. Il y a eu d'autres choses. Il y a eu la réflexion de la pelouse, qui a été prise en compte par le club, parce que nous avons pensé que c'était un outil de travail. Et si nous n'avions pas refait cette pelouse, cette année, on aurait eu énormément de problèmes en fonction des intempéries, notamment le dernier match à domicile qui n'aurait pas été joué et qui nous aurait posé des problèmes avec la Ligue. Bon, il y a eu un site internet qui a été refait, qui a eu un coût important, qui est un site moderne, où il y a de l'interactivité. Bon, il y a eu l'ouverture de la boutique en centre-ville, qui est un axe commercial, mais surtout une présence du club en centre-ville. Je crois que ça a été très bien perçu. On essaiera la semaine prochaine d'y faire des animations, mais c'est une présence qui est importante et qui a déjà des retombées sur le club. Bon, et puis il y a ce projet, et ça Philippe vous le dira également, de l'acquisition de la bastide. C'est un projet qui se précise, puisque nous sommes tombés d'accord avec la mairie. Il y a un petit retard qui nous ennuie un peu, c'est-à-dire que ça devait passer en conseil municipal le 29 mai, et ça ne passera qu'au conseil municipal du 10 juillet, ce qui pose un peu problème, parce que nous aurions aimé aménager un peu pour le début de saison. Tout cela fait qu'il y a des satisfactions sportives, mais je crois qu'il y a eu de grandes avancées cette saison, et je dirais depuis que nous sommes en Ligue 2, parce qu'en National, il n'était pas question de construire, parce qu'on me dit souvent pourquoi vous ne l'avez pas fait avant. En National, il n'était pas question. Donc, il y a Bastille, il y a également l'affiliation, mais plutôt du centre de formation, c'est pas l'affiliation, c'est l'homologation du centre de formation. Bon, il y a donc beaucoup de choses encore à faire cette saison. C'est vrai que ça va être une saison qui va être chargée. Bon, mais si ça va dans vos questions, moi j'aimerais que Philippe vous dise ce qui a déjà été fait au niveau de l'unification du club et peut-être au niveau des choses à venir. Ouais. Je crois, comme l'a dit le président, ça a été quand même une saison assez charnière, parce que si on revient au 1er juillet 2009, ne serait-ce que par les difficultés d'entente entre les deux structures, le club était en péril. Et il l'était aussi économiquement. On se rappelle que périodiquement ça revenait, c'était le grand feuilleton de Nîmes, comme l'accréditation c'est l'association en dépôt de bilan, ça voulait dire l'ensemble de la structure qui... mise en péril. Mise en péril. Donc ça c'est quelque chose, une page qui est tournée. Donc voilà, moi le bilan que j'en fais depuis en tout cas 3 ans que je suis ici, c'est quand je suis arrivé, d'abord le président qui ne le dit pas souvent, je crois qu'il faut rendre à Cézanne ce qui lui appartient. Moi quand je suis arrivé, comme je vous l'ai dit par rapport à Brest, la situation économique du club était parfaite. C'est quand même difficile parce qu'en national, c'est quand même difficile de gérer un tour de force assez spectaculaire. Deuxièmement, je pense que c'est à lui seul qu'il faut rendre hommage. La réunification des deux, personne ne la doit quoi que ce soit d'autre qu'à lui-même. Et ça a enfin pérennisé le club pour l'avenir. Ça veut dire maintenant la possibilité de recréer ce centre de formation, l'homologation. A priori, c'est pour quand? Je crois surtout qu'il faut remettre les choses en face, parce que très souvent, on a entendu, vous avez entendu, moi j'ai lu aussi, que le président voulait faire une OPA sur l'association, voulait ceci, voulait cela. Il a toujours défendu sa position en disant, et je pense que par humilité, il ne souhaite pas en parler, il a toujours dit qu'il était hors de question de faire de l'ingérence au sein de l'association. Aujourd'hui, demander au président de l'association s'il y a une ingérence, quelle qu'elle soit, au niveau de l'association, je pense que la réponse, il vous la donnera lui-même. Si ce n'est que derrière, cette convention qui existait déterminait le mode de fonctionnement et surtout disait que toute action engagée devait être visée et validée par le président de la société, qui derrière en supporterait les charges. À partir d'aujourd'hui, ça c'est en phase, c'est acté, et aujourd'hui, j'irais dire que les deux structures collaborent comme elles auraient toujours dû collaborer et permettent enfin au club, et c'est pas la moindre des choses, d'obtenir là, au 30 juin, son statut professionnel définitif, parce que s'il n'y avait pas eu tout ça, on l'aurait déjà depuis le 1er juillet 2009, ce qui aurait permis de faire la demande de réhomologation du centre 1 an plus tôt, et aujourd'hui, on serait dans un autre état que celui d'avoir des jeunes de qualité. Là, on a perdu un an, ça veut dire qu'il faudrait attendre 1 an de plus. De toute manière, quoi qu'il arrive, on a par obligation de déposer un dossier
de demande d'homologation, parce qu'on dit réhomologation parce que ça a déjà existé, mais c'est d'homologation toute simple, avec un cahier des charges à remplir, qu'il soit étudié, et quoi qu'il arrive, l'agrément ne sera fourni qu'au 1er juillet 2011. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on travaille pour les autres. Tout ce que l'on peut faire en termes de formation, si quelqu'un vient détecter un jeune chez nous, on n'a pas de moyen de contrôle aujourd'hui, sauf dans l'année d'homologation, où on peut anticiper ce qu'on appelle des ANS, des amendes de non-sollicitation, ce dont on se mettra en charge de mettre en œuvre. Donc à partir du 1er juillet prochain, celui-là, dans un mois. On a jusqu'au 1er octobre pour déposer le dossier. Le dossier est lourd, compliqué, parce que ce qu'il faut savoir, c'est bien évidemment à l'homologation, il y a des subsides, faute de quoi on pourrait continuer comme ça. Si c'était que pour contractualiser, on ferait tous des sous-seins. Non, c'est parce que derrière, on rentre dans un cycle véritable de formation, avec un formateur, avec un centre agréé, et bien évidemment avec des subsides non négligeables. D'accord, pour le centre de formation, on a compris. Il y a quand le prochain jeune qui sortirait du centre. Là, il faut du temps, j'imagine. Ben, ça continue parce qu'il y en a quand même qui sortent. La preuve, c'est qu'on va en faire signer 2, voire 3. Ouais, donc, il y a des jeunes de qualité à Nîmes Olympique. En témoignent les résultats des 19 et des 17 cette année. En témoignent les 15 ans, ce qu'ils vont faire. Les 13 ans qui vont faire la Coupe nationale, les finales de la Coupe nationale, ce qui est quand même assez remarquable. Donc il y a malgré tout, au niveau des éducateurs, un travail qui s'est bien fait. Après, dans la gestion, non, c'était pas bon. Ça va le redevenir. Une dernière question, pardon Christophe, parce que l'heure tourne. Non, on parlait de jeunes. C'est vrai que Jean-Michel Cavalli a très souvent souligné le fait qu'à Nîmes Olympique, on construisait une équipe jeune. La semaine dernière encore, il parlait des rares joueurs d'expérience, de vrais joueurs d'expérience en conférence de presse. On va regarder un dernier tableau. Il concerne 3 joueurs qui ont signé à Nîmes avant l'arrivée de Jean-Michel Cavalli. Qu'est-ce qu'il nous a préparé? Il s'agit de Johan Cavalli, dont Jean-Michel Cavalli disait qu'il était le joueur qui avait le plus d'expérience en Ligue 1 et en Coupe d'Europe. On remarque que Johan Cavalli, en effet, a 14 matchs de Ligue 1 en France, en Angleterre et en Belgique cumulés. Un match joué en Coupe de l'UEFA, 151 matchs en Ligue 2. Au niveau de Nicolas Puydebois, 28 matchs en Ligue 1, 4 matchs en Champions League et 5 matchs en UEFA, 68 matchs en Ligue 2. Ce sont les 68 matchs qu'il a joués avec le Nîmes Olympique. Et enfin, Abderraouf Zarabi, qui compte pour sa part 2 matchs en Ligue 1 et 121 matchs en Ligue 2. C'était les 3 joueurs qu'avait cité Jean-Michel Cavalli justement pour illustrer les joueurs d'expérience, pour encadrer un petit peu le jeune effectif du Nîmes Olympique. Merci de cette intervention. Christophe. Moi, j'ai une dernière question. Vous savez, vous mesurez, président, depuis que vous êtes président du Nîmes Olympique, vous savez à quel point la communication, c'est quelque chose d'important et en même temps de compliqué. L'année dernière et cette saison, vous avez dit, on bâtit et on vous entend et on entend tous vos arguments, même s'il y a eu cette opportunité de monter à un moment donné, il a fallu la gérer également en termes de communication. Qu'est-ce que vous allez nous dire l'année prochaine? Quel est l'objectif de la saison qui arrive là? Est-ce que c'est entre 8 et 12, un peu comme cette année? Bon, s'il y a une opportunité, on y va. Ou est-ce que vous allez dire que cette année, on peut déjà commencer à jouer la montée? Moi, je serais tenté de dire qu'il faut fructifier ce que l'on vient de faire depuis 3 ans. On va enfin avoir le statut professionnel définitif. On va enfin mettre en place un centre de vie qui est très très important. Rappelez-vous, parce que on est tous décriés dans le milieu du football. Vous savez, quand on arrive et qu'on change les choses, inévitablement, on est le vilain petit canard de la classe. J'ai eu ma dose, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. La première chose que j'avais dit au président en le rencontrant, il est plus possible qu'on s'entraîne au Courbier, il faut qu'il y ait une unité de vie. C'est l'aventure humaine qui créera, avec la qualité bien évidemment, le club. Le président s'est efforcé de le faire, on l'a fait au Costières, c'était une très bonne chose et on va le continuer sur cette année de transition. Derrière, il y a un projet ambitieux de lieu de vie à la Bastide où seront regroupées toutes les forces vives du club, la formation, le centre d'entraînement des professionnels, le siège social avec l'ensemble du personnel et le terrain de compétition des équipes réserves 19 et 17. Donc c'est un projet qui va nous amener sur 1 an et demi, 2 ans peut-être, voire plus, parce que je pense que tout à chacun sait dans quelle conjoncture économique se trouve le pays. Et le football va y être touché cette année. Jusque-là, il est passé un petit peu à travers les gouttes d'eau. Mais les contrats étaient déjà signés avec les télés, tout ça. Ne perdons pas de vue que dans 2 ans, on renouvelle les droits TV et que tout peut être remis en cause à tout niveau. Donc voilà, il va falloir qu'on surfe sur tous ces paramètres-là. Fructifier ce que l'on a fait cette année. Fructifier. Si on peut finir cette année
Je pense qu'on va finir 7e. Si on peut finir 5e, 4e, et pourquoi pas 3e, et pourquoi pas mieux, bien évidemment qu'on va tout mettre en œuvre pour essayer de le faire. Mais ça ne sera pas l'objectif prioritaire. C'est pas ma question, parce que je sais que vous allez tout mettre en œuvre pour gagner le maximum de matchs. Président, est-ce que vous allez dire, en termes de communication, cette année, on joue la montée? Non. Non. Ce serait quand même pas mal, parce qu'on rappellera qu'en 2010-2011, on fêtera le 20e anniversaire de la montée de Nîmes en Ligue 1. Quand même. Et ça, et en matière de statistiques, vous savez, c'est la connaît. Ce que je vais dire, c'est qu'effectivement, on va jouer la montée en Ligue 1 sur les 2 années qui viennent, c'est-à-dire la saison suivante et l'année après, puisqu'on s'était donné 3 ans. Ce qui n'est pas une promesse, parce qu'on ne peut pas garantir une montée, ça suffit. On est d'accord. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dès maintenant, c'est-à-dire dès samedi, fin de cette saison, nous allons essayer de monter un effectif avec beaucoup d'ambition. Allez, ce sera le mot de la fin. C'est joliment tourné. Et puis peut-être qu'ils sont soudés, mais il y a un Christophe, peu quand même bonne cape là. Voilà, le président, il aimerait bien une petite montée là. Voilà, c'est évident, c'est évident. C'est évident. Allez, merci encore beaucoup à tous les deux. Philippe Boursa et Jean-Louis Gazot sur le plateau de Croco Hebdo. Voilà, c'était une première de vous avoir tous les deux ensemble, je crois, pour cette 80e. Cher Christophe, on a beaucoup moins parlé que d'habitude et on vous a écouté. Mieux, et c'était pas moins de bêtises. On a dit beaucoup moins de bêtises. non, mais Patrick, lui, il dit des trucs intelligents. Lui, sur les stats, il ne peut pas se tromper. Allez, j'ai déjà largement débordé. À suivre, on vous repasse Nîmes-Brest parce qu'on a gagné. Parce que Istres, on l'a pas, le match, c'était un peu compliqué. Et voilà, et ça vous comprenez mieux le modèle. Non, allez, j'arrête les plaisanteries. Nîmes-Brest à suivre sur Télémiroir. Merci encore de votre fidélité. On sait que vous êtes très nombreux et de plus en plus à suivre Croco Hebdo. On se retrouve pour un dernier, le 82e, et puis on se retrouvera pour la rentrée. Et vendredi au Costières à 20h30, ne pas rater. Allez, vous faites un prix sur les places vendredi? Non, oui, effectivement, il y a un prix, c'est 0 € supplémentaire. Non, qui n'est pas de notre fait, mais qui pour aider, c'est la... Foot citoyen. Foot citoyen, c'est une belle œuvre. Donc je pense qu'il faut pas... Allez au stade, et c'est aussi pour ça qu'il y avait Didier Roustan d'ailleurs, il y a 10 jours au stade. Voilà. Allez, merci encore à vous tous, à très très bientôt sur Télémiroir et... Allez, Nîmes.